Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Aujourd'hui, on a décidé avec Laurent de se faire un petit plaisir et de vous faire un petit plaisir en ayant un invité de choix, apprécié de beaucoup, en la personne du nouveau grand maître français, Marc-Andrea Morizzi. Donc, salut Marc-André. Salut. Donc, on est très heureux d'accueillir Marc-Andrea sur notre chaîne. On tenait à lui rendre hommage puisque, comme certainement tout le monde le sait, il est devenu il y a quelques semaines le plus jeune grand maître de l'histoire des échecs français. Le 13e, si je ne me trompe pas, Marc, tu me dis, mais je crois que c'est le 13e plus jeune mondial. Donc c'est une performance fantastique et sur laquelle on va évidemment revenir avec toi. Et donc peut-être on peut parler un peu de tes débuts. Donc évidemment tu es originaire de Bastia, ça on le sait. Faut pas l'oublier. Maintenant surtout. tu es licencié au club de Chartres. Chartres, oui. Ouais, donc c'est là d'ailleurs où tu as fait ta dernière mois. Moi, je sais qu'à titre personnel, je t'ai découvert, tu étais tout jeune à Cannes, lors de... Le temps assez... Ouais, à l'Open-C du tournoi du Festival des Jeux à Cannes, où tu avais fini premier ex-aequo, et je me souviens que j'avais déjà été impressionné. Tu avais quoi? Tu avais 10 ans, même pas? 9 ans et demi? Ouais, 9 ans, je pense. Je crois que t'étais poussin, donc... c'est la première fois que je t'ai vraiment vu et je me souviens que déjà tu m'avais fait une forte impression. Et depuis, tu n'as pas cessé de gravir les marches les unes après les autres, voire des fois 2 par 2, voire 4 par 4. Et tu es devenu maître international à quel âge? À 12 ans. Donc 12 ans. Et donc grand maître à 14. Oui, c'est ça. C'est pas mal, hein, Romu? C'est pas mal, ça donne des idées. Bon, pour moi, c'est un peu trop tard, mais pour certains, peut-être, ça peut révéler certaines idées chez certains. Et bon, du coup, Marc-Andrea, depuis cette norme, on sait que tu as été très pris, tu es passé dans plein d'émissions et ainsi de suite, mais est-ce que tu as réussi à te reposer? Est-ce que tu as réussi à reprendre le rythme de la vie de tous les jours? Ouais, là ça va depuis que l'école ça a repris, que la semaine quand j'avais fini le tournoi c'est passé, là ça va, ça revient un peu à la normale. Ouais. Et grâce à l'école, tu peux te reposer un peu, quoi. Ouais, voilà. Ok. Donc Romu, avant de poser plus de questions à Marc-Andrea, on va regarder une de ces parties. C'est toi-même, Marc-Andrea, qui nous l'a suggéré. Donc c'est une partie que tu as jouée au championnat du monde des moins de 10 ans en 2016, c'est ça? C'est ça, oui. Et tu nous as dit, en préparant cette petite vidéo, cette interview, que c'était un tournoi où tu avais très bien commencé. Hein. C'est ça, ouais, j'étais à 6,5 sur 9, et les 2 dernières après j'avais perdu. Ouais, mais bon, quasiment jusqu'au bout, tu étais en course pour faire un podium. Ok. Donc c'est une partie où tu jouais un certain Gasparian Dalit. Donc à l'époque, tu étais 1740. Et tu avais les noirs. Alors on va faire défiler cette partie, puis dès que tu veux nous dire un petit peu des choses sur cette partie, t'hésites pas. Donc déjà, ça commence là. Est-ce que tu t'attendais à ce coup ou c'était une surprise? Non. Déjà je me souviens que en plus c'était en première année poussin, donc je connaissais pas du tout F4. D'accord, ok. Ouais, donc tu étais pris par surprise. Du coup, comment tu as réagi? Alors, tu t'es dit, je me développe? Ouais, je joue normal au centre, D5. Et on verra bien ce qui se passe. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Donc, vous vous développez normalement tous les deux. Donc, il joue ce système Bird avec le fianchetto dame. C'est très connu. En tout cas, c'est assez classique quand on joue F4 au premier coup. Donc, toi, tu te poses pas trop de questions. Tu sors tes pièces. Ouais. Ok, E6, fou E2, fou D6, petit roc. Donc le but c'est pas d'analyser en détail la partie, hein, donc on fait défiler. Et ici, Romu, qu'est-ce que tu penses de ce coup H6 à l'âge de... En moins de 10, c'est pas mal, non? Oui. Et, on va voir l'idée très rapidement. Et
justement, en préparant cette interview, on a discuté donc avec toi, Marc-Andrea, et Laurent, notamment, tu te souvenais d'une partie de Kasparov, du jeune Kasparov, quand il avait 13 ans, qui ressemblait fortement à celle de Marc-Andrea. Donc, c'est assez impressionnant parce que Marc-Andrea, tu nous as dit que tu t'étais absolument pas préparé à cette ouverture. Donc, tu joues par toi-même et tu réfléchis dès les premiers coups par toi-même. Et tu vas jouer d'une façon hyper logique et qui rappelle celle de Kasparov. Donc, il y a pire, quoi. Il y a pire comme comparaison, ouais. T'aurais pu jouer comme Guidarelli ou de la Vaca, quoi. Ça aurait été plus chaud, quoi. Donc, H6, on peut expliquer rapidement. L'idée, c'est de donner un petit peu d'espace à ce fou, mais aussi, comme on va le voir dans la partie, d'avoir des leviers avec G5, même si je pense qu'au moment où tu as joué H6, tu n'étais peut-être pas encore sûr que tu allais jouer avec G5. Au début, c'était pour cavalier H4, pour... Ouais, c'est ça, pour préparer le repli et pas te faire piquer la paire de fous. Ok. Donc ton adversaire a joué cavalier C3, tu as joué C6 pour pas qu'il vienne te casser les pieds avec cavalier B5. Il passe par D4, il veut te piquer le fou, tu recules. Dame 1, Dame 7, bon, tout ça on comprend les coups. Et là, D3. Donc je pense que c'est là, vu que tu étais surpris par l'ouverture, c'est là que tu as dû prendre la décision. Ouais, là après je me suis dit que si je faisais pas ça, je voyais pas trop ce que je pouvais faire, quoi, parce que le fou en H7 il est bloqué, le fou en D6 il est bloqué. Donc... Ouais. Donc du coup tu t'es dit, si je fais petit roc, j'aurai pas d'activité et tu t'es dit, je pars à l'attaque, quoi. Après, je pense que j'aurais pu faire peut-être E5 aussi, mais je sais pas. Ouais, peut-être E5, mais est-ce que je peux prendre ou pas alors? Tu vas jouer Dame prend, c'est ça? Ouais, Dame prend, je pense. Dame prend, et on se dit, est-ce que je vais avoir suffisamment de jeu avec les blancs si je prends ce pion-là? C'est vrai que ça a l'air d'aller pour les noirs, tu vas faire juste petit roc, non? Mais après, ouais. Mais après, je me souviens plus trop, mais j'étais plus envie d'attaquer le roi, je pense que. Ouais, c'est sûr que... 10 ans, voilà, quand t'as 10 ans, t'as plutôt envie d'attaquer le roi, ça c'est clair. Bon, toujours est-il que t'as joué G5, qui est un coup osé, mais voilà, faut prendre des risques de toute façon si on veut gagner. Ouais. Et là, vu qu'en plus il y avait le cavalier en D4 et le cavalier en C3 qui bloquent la diagonale. Ouais, du coup tu peux te le permettre plus facilement. Ouais. Ok, donc justement, ton adversaire il a essayé de réagir, quoi, on va dire. T'as fait le grand rock. Bon, maintenant ça c'était clair que t'allais faire le grand rock. Et là, il décide de jouer avec A3. Alors, vu comme ça, sans rentrer dans les détails, ça a l'air un petit peu lent, non, de jouer A3 ici. Ouais, mais je pense qu'il voulait jouer B4, peut-être B5. Mais bon, t'es déjà en avance, non, finalement, de l'autre côté. Ouais, finalement. Ok. Donc t'as ouvert, normal. Tu prends la colonne, normale aussi. Et là, il commence à venir faire des petits trucs par ici, menacer des cahiers prend C6, des cahiers B5. Alors, je sais que c'était il y a longtemps cette partie, mais est-ce que, je sais pas, comment tu penses que tu as réagi? T'étais stressé par sa contre-attaque ou ça allait? En fait, déjà vu qu'avant, quand j'étais plus jeune, je jouais tout le temps le dragon, donc j'étais quand même habitué au rock opposé, quoi. Donc, d'accord. Après là, je calculais si peut-être il pouvait sacrifier, mais j'essayais de voir comment je pouvais attaquer à l'endroit, quoi. D'accord. Ouais, donc pas très inquiet parce que tu avais l'habitude de subir l'attaque, quoi. Ok. Donc c'est bien vivre dangereusement, quoi, quand tu étais jeune, c'est ça. Maintenant, tu deviens plus sage. Et oui, c'est ça, c'est la sagesse. Donc E5 pour ouvrir les lignes, faire participer la dame. Ton adversaire, ok, il essaye de prendre le jeu à son compte. Et maintenant, tour E8. Donc l'idée de tour E8, c'est quoi alors? C'est de créer du contre-jeu, hein. Enfin, d'attaquer la colonne. Ouais, je pense aussi c'est qu'elle allait prendre D6 et dame prend. Après, je peux prendre dans E5 avec la tour, parce que je perdais le cavalier. Ouais, t'as surprotégé E5 et effectivement, en cas de prise,
on reprend de la tour et non seulement t'as pas perdu de matériel, mais en plus tu vas pouvoir te servir de cette tour pour attaquer. Là, lui il a pas d'attaque. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, donc à la place il prend sur E5, fou prend, et là ça commence quoi. Cavalier prend, enfin ça commence. La tactique commence en tout cas. Il a la dame en prise, il prend sur A7, roi B8 et cavalier prend C6, puis on prend, dame prend. Ok, donc là tu penses que t'étais serein? Ben là en fait il menaçait nul, enfin il peut menacer dame B5 avec répétition de coups peut-être. Donc vu que j'avais pas forcément envie de faire nul, j'essayais de voir comment je pouvais... Puisque moi aussi là il y a l'attaque, donc ça peut aller vite aussi quoi. Bien sûr, ouais. Ouais, tu veux pas faire nul, c'est normal. Ouais. Et donc t'as trouvé fou C7. Donc fou C7, c'est voilà, c'est pour... déjà j'ouvre la colonne E, donc dame premier 2, c'est une menace. Et bon après je peux perdre le cavalier F6, mais bon il y a le fou E2, du coup. Puis ça a l'air assez chaud encore. Hein. On voit que tout le monde attaque. Ok. Ouais, les deux rois sont en danger quoi. Ouais, c'est clair. Donc à la place, il joue dame B5 échec, il suit son idée, et là peut-être la petite surprise pour lui, ça a été cavalier B6. Ouais, je pense. Ouais, il avait pas dû voir venir ça quoi. Cavalier B6 pour parer l'échec, empêcher la répétition de coups. D'accord. Donc ton adversaire... En fait là il aurait pas dû prendre quoi, mais... Ouais, mais bon, à 10 ans, c'est pas facile à voir. Ce que tu as vu après, c'est pas tout le monde qui est capable de le voir à 10 ans. Donc on va montrer justement, c'est le clou de la partie, hein, le clou du spectacle. En fait, sur cavalier prend B6, tu avais prévu tour prend G2, et c'est toi qui passes à l'attaque, mais sauf que pour lui, il n'y a pas de défense, quoi. C'est pas pour faire un perpète, c'est pour faire match. Ouais. Ok. Mais là, il y a le fou C7 qui attaque, il y a le fou H7 et la tour... la deuxième tour qui va arriver. Ouais, t'as beaucoup plus de pièces que lui pour attaquer finalement. Ouais. Donc on va voir la fin. Donc il est venu, il pouvait pas refuser la tour. Hein, on va juste montrer ça. S'il avait pris, t'avais un mat en 2 ou 3 coups, hop, avec dame E3 par exemple. Donc il est obligé d'accepter ta tour. Et maintenant tu vas faire échec jusqu'à ce que ça fasse mat. On prend tour F2. Là il y avait au pire il y avait tour F2 et si j'avais vu, mais si j'avais pas forcément vu jusqu'au bout, il y avait au pire fou E4 et dame prend B5 au pire. D'accord, ouais. Ouais, tu peux aussi jouer sur cette géométrie là quoi, il est cloué. Ok, mais bon, arrivé là, tu t'es dit je vais chercher mieux que gagner la dame. En fait je crois que j'avais réfléchi à fou C7 peut-être 30 minutes ou plus, et après j'avais vu ce que j'avais joué quoi. D'accord, ouais, donc un super calcul quand même, hein. À l'âge de 10 ans, c'est pas mal du tout. Ok, donc roi H1 forcé. Et là, je me souviens au début, je voulais essayer de jouer dame E4 pour essayer pour faire le spectacle quoi. Ouais. Et alors, ça fait pas mal, c'est ça? Ouais, tour G2. Après, j'ai essayé de tour prendre G2 pour essayer de... Bon, en plus, ça, c'est le cavalier sur échec. Ouais, c'est pas le genre de choses qu'on tente au championnat du monde. On tente plutôt ça en blitz au collège entre midi et 2, mais pas au championnat du monde, quoi. Donc c'est quand même mieux dans l'autre sens. Fou E4, et donc super tactique. Comme tu nous as dit, donc ça va être mat forcé. Et donc tu nous as dit que tu as calculé tout ça au moment de jouer fou C7, je regarde où c'est. Fou C7, c'est là, ouais. Donc dans cette position, tu avais vu, en jouant fou C7, tu t'étais dit, bon, j'espère qu'il va jouer dame B5 et rentrer là-dedans. Ouais, après, en fait, ça marche que s'il prend B6, quoi. Mais... Ouais, mais bon, c'est déjà... On comprend bien qu'à 10 ans, on fait pas les mêmes parties que quand on est grand maître, donc c'est déjà absolument exceptionnel d'avoir vu tout ça à l'avance, hein, bravo. Ouais, bravo, impressionnant. Bon, Romu, il joue des parties comme ça tous les jours, donc il est pas impressionné, mais moi... Ouais, tous les jours. Je pense que t'as sacrifié plus de matériel dans cette partie que moi dans les 6 derniers mois, je pense,
Mais, non, vraiment impressionnant. Bravo Marc encore. Ouais, très belle partie. Et puis merci de l'avoir partagée, parce que moi personnellement je la connaissais pas cette partie, et elle est vraiment très très sympa. Ouais. Et bon, ça me fait en plus beaucoup penser, comme tu l'as dit Romu tout à l'heure, à la partie entre Romanichin et Kasparov, une simultanée quand Kasparov avait 13 ans, et le même type d'attaque sur la même ouverture, donc Marc-Andrea, on espère pour toi le même futur que ton prédécesseur, on va dire. Bon, Romu, on a quelques questions du coup pour notre champion. Forcément, tu nous rends curieux. Et j'imagine qu'on n'est pas les seuls à l'être, et on a envie de te poser quelques questions. Et notamment sur ton entraînement. Comment ça se passe ton entraînement, une semaine typique? Comment tu t'entraînes? C'est quoi ton rythme? Qu'est-ce que tu étudies? Voilà. J'ai des cours presque tous les jours, je pense, à part peut-être le samedi ou le dimanche, mais sinon j'ai des cours presque tous les jours. Après, je regarde beaucoup les tournois tout ça qui se joue en ce moment, enfin, dans le moment. L'actualité. Ouais, voilà. Et les parties enfin, quand il y a, même sur internet ou quoi, quand il y a des tournois, j'essaie de regarder. Ouais. Ok. Ouais, c'est quelque chose, en fait, qui souvent le grand public a du mal à mesurer. C'est-à-dire que, évidemment, tu as pas mal de cours, ce qui est normal vu ton niveau, mais il y a aussi un travail personnel qui est assez grand. Tu ne te contentes pas juste d'avoir des cours. J'imagine que tu travailles aussi seul, et même regarder l'actualité fait partie de ton travail quotidien, quoi. Après, des fois, c'est pas facile de faire en plus des cours, des fois c'est dur. Ouais. Alors, ça prend du temps, bien sûr. Mais on sent que ça fait déjà pas mal d'années que tu es rentré dans Surtout, je préfère regarder les parties, tout ça, que forcément ouvrir un livre. Alors, transition toute faite, justement. Est-ce que tu lis des livres d'échecs? Oui, quand même, oui, mais... C'est quoi le dernier que tu as lu, par exemple? Là, je suis en train de faire celui des 60 meilleures parties de Fischer. Je l'avais pas... Ouais, classique. Un classique. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Bon, donc tu lis des livres quand même. On avait peur que tu nous dises que tu n'en lisais pas du tout. Tu as le sentiment que ça t'apporte quelque chose quand même, de lire des livres. Je dis ça pour les gens qui nous regardent, parce que... Après, des fois, ça sert pour les parties, quoi. Ouais, parce que évidemment, tu es jeune, donc tu es né à la période des ordinateurs et d'Internet. Donc maintenant, on voit bien que les jeunes ont plus tendance à regarder des vidéos et des chaînes YouTube très, très sympas d'ailleurs, mais plutôt que d'ouvrir des livres. Mais nous, entraîneurs, on sait que lire des livres, c'est extrêmement important, et ça le reste malgré l'arrivée d'Internet et des vidéos. Ouais, c'est bien que ton témoignage est important pour nous aussi. Donc, ouais. Et donc, en dehors des échecs, tu fais bon, on sait que tu es collégien, t'es en quelle classe? En 4e. 4e, d'accord. Et du coup, donc, tu nous as dit ta routine, tu as des cours tous les jours, tu regardes les parties sur Internet, tout ça. Et qu'est-ce que tu fais en dehors des échecs alors? Et je fais du foot. Ouais. On m'a dit que tu étais presque aussi passionné par le foot que par les échecs. Ouais, enfin déjà je regarde tous les matchs et tout. Enfin, ça fait longtemps que je fais du foot. D'accord. T'as un club préféré? Ouais, Barcelone. Barcelone. Ok. Et donc tu joues toi-même, t'es pas seulement un supporter de foot de Barça. Ouais, je joue. Okay. Tu joues quel poste? Milieu. Ok. Je laisse plutôt parler Romu pour le foot parce que c'est lui qui s'y connaît. Bah, j'ai eu la chance de te voir jouer au foot d'ailleurs cet été. Et c'est vrai que tu... Cet été? Oui, oui, quand j'étais venu. Ouais, quand je suis venu à Bastia. Et quelle importance a le sport dans ta vie? Est-ce que ça te permet de trouver un équilibre
qui t'apaise un peu parce que la routine collège échec c'est pas forcément Ouais, en plus, il y a plus d'amis quand même au foot parce que c'est pas pareil c'est pas pareil qu'à l'école quand même parce que au foot tout le monde se connaît et tout. ouais. Et le fait de jouer en équipe aussi peut-être c'est plus convivial quoi. Ouais. Donc t'as besoin de faire de te dépenser, de déconnecter un peu des échecs et de l'école bien sûr. C'est important pour toi. Ouais. Ça c'est bien. Et aussi la condition physique certainement aussi. Ouais, pour les parties, ouais. Je sens que là maintenant évidemment tu joues des parties qui sont de plus en plus difficiles puisque tes adversaires sont de plus en plus forts et donc peut-être que le fait de faire du sport, ça t'aide aussi physiquement, quoi, pour tenir dans les 4e heures de jeu, 5e heure de jeu, quand ça commence à être. Ouais, c'est vrai, c'est important. Ouais, Donc, très important. ça, c'est bien. Ok, et alors maintenant que t'es grand maître, que t'as plus cette histoire de devoir... j'imagine que tout le monde te disait ça, et que tu pouvais être le plus jeune grand maître et tout ça, bon, ça devait mettre de la pression. Comment tu vois ton avenir? Déjà, c'est quoi tes prochains tournois? Ouais, le top 12 est là en fin juin. D'accord, top 12 fin juin, avec ton club de Chartres donc? C'est ça, ouais. Ok, et après cet été, tu vas jouer un peu à l'étranger? Ouais, ça dépend, je fais des tournois avec le Covid, je sais pas, mais Ouais. je vais essayer de faire des tournois. Ça dépend de la situation, ouais. Et donc tu penses, je sais pas, quand tu jouais pour faire la dernière norme, tu devais peut-être jouer un peu avec le frein à main ou quoi, non? Est-ce que tu as eu cette impression-là qu'à cause de la pression de la norme, tu jouais différemment ou tu as réussi à rester tranquille? Au début, surtout, c'était pas facile, quoi. Ouais. Mais après, c'était mieux. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir lâcher tes coups, on va dire. Ouais, bon, on a hâte de voir ça en tout cas, hein, Romu. Oui, de toute façon, on suit toujours tes performances avec attention et on te souhaite tout le meilleur. Continue, on espère que ce titre de grand maître est qu'une marche de l'escalier qui sera le plus long possible. C'est le début. Et en tout cas, bravo pour tout ce que tu as accompli et continue comme ça. On sent que tu es bien dans ta tête et que tu es un jeune homme qui est bien dans ses baskets, bien dans sa tête et c'est top. Donc bravo à toi, quoi. Puis tu es bien entouré par tes parents aussi, je crois, qui te soutiennent beaucoup. Très important. Très important. Ok, Marc-André, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps. Et puis, dès que tu as envie de venir nous montrer une belle partie comme celle-là, t'hésites pas, tu seras toujours le bienvenu sur notre chaîne. D'accord, merci. Allez, on se dit à bientôt à tout le monde. Salut à tous. Ciao.